Alonso declared that he had reached the heaven forever. Et là, peut-être nous allons aller vers le paradis, oui, à travers les murs, à travers le graffiti. J'ai l'immense plaisir de recevoir 3 grands artistes, 3 street artistes de 3 univers, et qui fait qu'ils sont ensemble après moultes aventures, chacun bien évidemment un parcours bien singulier, et qu'on va connaître tout de suite. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. J'ai encore une fois beaucoup de plaisir à vous recevoir. Je commencerai par Nebé peut-être, hein. Et puis il y aura Rêveur et Chouf. Alors Chouf. Nebé, il va peut-être nous expliquer pourquoi il s'appelle Nebé. Et Rêveur, bon peut-être ça moi ça me fait rêver, alors que Chouf, ça c'est le regard, c'est l'œil. Encore une fois, merci d'être des nôtres. Alors, Nebé, d'après votre bio, j'ai pu retenir certaines dates, comme 1995, 2002, 2005. Alors, si vous nous éclairez sur quel fait il se réfère? Bah, déjà, avant de parler de 95, moi je parlerai de 88, 87, où vraiment j'ai découvert le graffiti. Bah, c'est peut-être pas pour dire que vous n'êtes pas aussi âgé que ça. J'ai voulu échapper. Donc 88, oui. Ouais, voilà, donc ça j'avais 3 ans. C'est le départ. J'avais 3 ans, je tiens à le dire. Bon, merci de le rappeler. C'est le départ de ma découverte avec le graffiti. Et donc c'est un gars de mon quartier qui pose James TCG qui va nous montrer la voie. Et tous les minots du quartier, ben, on va se mettre à peindre et puis à découvrir ce qui est réellement le graffiti, cette culture qui va englober la musique, la danse et notre domaine qui est l'écriture. Voilà. Et donc je vais découvrir ça, on va se monter en collectif, un collectif qui s'appelle JCT, qui veut dire je cours toujours, je cartonne tout. Et puis après on va... Alors pourquoi je cours toujours? Ouais, je cours toujours parce que le graffiti à cette époque-là c'était vraiment illégal. Aujourd'hui on est à la radio. Donc il fallait faire attention. Il fallait faire très attention et il fallait courir très vite. Voilà, pour pas avoir de démêlés avec la police, avec la justice. Donc c'est pour ça. Et puis ça avait une double signification qui signifiait je cartonne tout à 100%. Parce que c'est JCT ça. Voilà. C'est ça. Et Nebé, là, est-ce que vous avez touché un peu au niveau de la bande dessinée, par exemple? Non, moi c'est vraiment le graffiti qui m'a fait devenir artiste. Après, bien sûr que le monde de la bande dessinée, ça n'est pas étranger. Tout à fait étranger, oui. Mais c'est vraiment le graffiti qui m'a permis de développer ma sensibilité artistique. Très bien. Alors, moi, j'ai retenu 1995, 2002. Ouais, 2002, effectivement, pour moi, c'est une date importante. Parce qu'à l'époque, moi, je travaille dans l'animation, dans l'éducation. Et là, je vais partir en voyage. Et c'est ce voyage-là qui va me faire prendre conscience que je dois être artiste. Et là, je vais traverser plusieurs pays. Je vais prendre l'avion pour me rendre à Moscou. Et je vais avoir la chance de prendre le transsibérien pour traverser la Russie, la Mongolie, la Chine. Et après, je passerai... au Vietnam, le Cambodge, le Laos et la Thaïlande. Et c'est une bonne traversée. Hein. Ouais, non, c'était vraiment un grand voyage qui m'a fait prendre conscience de l'importance de mon art et puis on va dire, de ma mission sur Terre en vrai. Parce que je me pose des questions, c'était comme un voyage initiatique. Donc j'ai dû vraiment aller me chercher tout seul au bout du monde sans avoir d'avis de ta copine, des parents, de la situation familiale ou quoi que ce soit. Et donc c'était un discours avec moi-même, un dialogue, pardon. D'accord. Alors, en fait, comment s'est opéré le passage du graffiti à la toile? Puisque là, nous allons voir plutôt des toiles au niveau du vernissage. Bien sûr. Justement, en 2002, quand je pars, j'ai déjà été voir... un gars qui s'appelle Christian, qui bosse dans un lieu culturel, et j'ai déjà prévu de faire ma première exposition à mon retour. Donc en fin de compte, je suis en période de réflexion, de jachère, et en vrai je vais passer naturellement sans me poser trop de questions, parce que c'est déjà prévu avant ce voyage-là,
Et quand on dit que le graffiti, c'est vraiment que dans la rue, ça pour moi c'est un faux discours, enfin un faux débat, parce que les premiers graffeurs new-yorkais, ils ont tout de suite, mais vraiment très rapidement, exposé sur toile. Il y a des gens qui ont cru en leur travail, qui ont vu que c'était une expression totalement... Et Nebé, ça a démarré quand? Dans les années 80 ou avant même? Le graffiti? Le graffiti, oui. Ah ouais, non, franchement... Fin 70. Ouais. 70 plutôt. Ouais, Même 60. ouais, Même 60. Ouais. Même 60. La culture, Californie, la culture. C'est ça, oui. Le flower power, tout ça. la culture oui. du tag, vraiment, on peut même, quand on voit des vieux bouquins qui sont inspirés de la culture new-yorkaise, on voit des tags qui remontent à la fin des années 60. C'est ça, oui. Donc, nous, on se raccroche à un mouvement, mais qui a déjà commencé bien avant nous. Bien avant, oui. Bien avant nous. Ouais. Bien, alors, je vais passer la parole à Hosni Chouf, Chouf, et on va chauffer avec toi un peu ton parcours, puisque tu es né à la Médina et tu t'es intéressé très tôt à l'écriture, au langage et au sens des mots. Et en 2004, tu t'installes en France et tu as même fait des études en sciences politiques. Oui. Bonjour Simon, merci pour l'invitation déjà. Oui. En fait, moi c'est un peu... C'est pas que c'est spécial, c'est pas que c'est bizarre, c'est pas que c'est compliqué, mais moi je voulais pas être artiste en fait. Ah bon? Non, du tout. Du tout, la pratique picturale est venue tard, très tard, en 2007. Je me rappelle très bien, en 2007 en France. Et c'était quelque chose de pathologique et de thérapeutique. Je ne m'en rendais pas compte. Moi. Je ne sais pas dessiner, je ne suis pas habile de mes mains que pour jouer au sport. C'est vraiment incroyable. Mais vraiment. Mais le rapport à la lettre, il était vieux puisqu'avant, mais ça je le dis très rarement, moi je pratiquais de la poésie. Donc j'écrivais de la Oui, c'est poésie. ça, vous avez Et après j'ai cette prédilection pour les mots. Exactement. À une époque, j'ai fait du rap. Il ne faut pas le dire. Ah. J'ai arrêté en 2002. Je me rappelle très bien. C'était le premier. Pourquoi il ne faut pas le dire? Écoutez, Non, mais rap, non, c'est une façon de parler. Flash. Exactement. Le message. Mais c'est que Écoutez, là, on est d'accord. extra, mais C'était juste pour chambrer. C'est pour dire que c'est vraiment la transition. Moi, c'est la transition de la lettre, donc du mot, du signe, de la signification à autre chose. C'est pour ça que j'ai choisi le nom d'artiste de Chouf, ce qui est l'opposé de lit. Moi, je ne demande pas aux gens de lire, je leur demande de regarder. De regarder. En fait, et c'est venu d'une façon très intellectualisée après, parce que je me suis dit, est-ce que je suis en train d'écrire? Si j'ai envie d'écrire, j'écris un poème, j'écris un livre, j'écris un article. Moi, ma démarche, c'était pour ne pas faire de la poésie. Je me rappelle très bien, j'avais un cahier de poésie. J'étais dépressif sans le savoir, j'étais en pleine dépression. Oh, c'est bien. Et la souffrance d'accoucher d'un poème, ça ne m'arrangeait plus. Donc j'ai pris 2 petits crayons au bois et j'ai commencé à gribouiller. Le lendemain, c'était pareil. Le surlendemain, c'était pareil. C'était 1 heure ou 2. Au bout d'une semaine, j'ai acheté une rame de papier. Je me suis rendu compte que j'ai passé 3 ans. J'étais en doctorat c'était ma thèse de doctorat. C'est ça. Et je suis allé 3 fois à la fac pour m'inscrire. Et j'ai passé 3 ans à tartiner des trucs tout le temps. Une fois que je m'étais soigné sans me rendre compte, et je me suis dit, ah, Une sorte de thérapie. exactement, de thérapie, je me suis dit, ah, c'est quoi le souci? Je me suis rendu compte que je suis allé 3 fois à la fac. La thèse, j'ai rien foutu à la thèse. Je viens d'une famille très modeste. Je suis parti pour faire mes études. J'étais un peu dans l'embarras. Et toute la famille qui vous attend. Ouais, là c'est ma mère. Une responsabilité. Ma mère jusqu'à maintenant et jusqu'à la fin des temps, elle ne sera pas contente. Hein. Elle voulait que je sois avocat ou c'est chose que j'ai refusé. J'aurais pu l'être. J'ai fait 2 DEA en France. Mais même l'équivalence ici dans le barreau, j'ai dit non, je ne fais pas, je ne serai jamais avocat, donc je ne fais pas. Donc c'était un choix. Les gens ils croient que c'est du courage, moi je crois que c'est de l'égoïsme en fait. Je me suis dit vas-y, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour ma vie? J'ai envie de faire ça, donc ça devient un projet de vie. C'était tout simplement ça. Donc de 2007 à 2010, j'étais dans la terrasse d'un café à tartiner 2-3 rames de papier par semaine. Arrivé à 2010, c'était maladif, c'était vraiment maladif, pathologique. À 2010, je me suis dit il y a un souci. Là, j'ai décidé d'en faire un projet de vie. Et là, j'ai commencé à pratiquer autrement, plastiquement. Pas que le mouvement, pas que la main liée, déliée ou enchaînée, peu importe. En 2010, j'ai pris ça comme projet de vie. Donc, je me suis donné les moyens d'essayer de le réaliser. Et j'ai eu beaucoup de chance, vraiment beaucoup de chance, parce qu'après peu de pratique, le premier projet que j'ai fait institutionnel, il était assez conséquent. C'était en 2013, la Tour 13.
Donc c'est comme si j'étais passionné de foot, que je jouais au quartier tout seul avec un ballon en plastique, et quand on me dit viens, vas-y, là tu vas jouer sur un terrain sur une pelouse avec des crampons et débrouille-toi. Ouais. Et la rencontre était formidable puisque j'ai passé 6 mois sur ce projet-là. J'étais à Nantes et le projet il était à Paris, et j'ai fait 13 allers-retours dans 13 semaines. Là-bas j'ai fait mon école de beaux-arts, et c'est là-bas que j'ai rencontré Nevé. Mais ça, je m'en rappelle très très bien. Et une fois que c'était lancé, un mois après l'ouverture de la Tour 13, j'avais ma première vente aux enchères officielle à côté d'un Bonxy. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Donc depuis 2013, j'en vis exclusivement. Non, c'est la baraque. Hein. Ouais, c'est exactement. J'ai suivi mon truc. La vie a fait que. Non, mais débrouille-toi. c'est important, Chouf, parce que tu as suivi quelque chose que tu aimais. Oui. Et je crois que Je crois que ça dépasse l'amour. Oui, mais c'est une passion plus que ça. C'est un remède. C'est un remède. Oui, C'était une urgence vitale. Si je ne prends pense pas, il que- y a un souci. Quoi. Oui, quand on fait ce qu'on aime, on réussit toujours. Je pense. Hein. Moi aussi. Ouais. On ne peut C'est que pas- réussir puisqu'on est heureux. C'est On pas fait ce uniquement qu'on- les rêves qu'on réussit. Hein. Parce qu'on dit qu'on ne réussit que les rêves. On ne réussit bien que les rêves. les rêves. Mais non. Et alors, rêve. Ça nous amène à rêver. Allez. Bien joué. Alors, vous lui ramenez le micro là pour qu'il nous édifie. Non, je crois que. Non, oui. Je crois que c'est le seul micro pour le moment qu'on peut utiliser. Oui. Bonjour Voilà, tout le monde. c'est bon. Bonjour tout le monde. Si. Voilà, c'est bon. C'est bon, Rim, c'est bon. Il peut utiliser le. Oui, d'accord. Ok, c'est bon. Comme on est en direct, alors. Hein. Bah, bonjour tout le monde. Merci. Alors, là, rêveur. Ça, c'est. Vous avez commencé dans les années 2000, c'est ça, hein? C'est ça. Comment ont été les débuts? Moi j'ai Est-ce qu'ils grandi. ressemblent à ceux de Chouf? Non. Non, pas du tout, mais peut-être plus Heureusement. à Nebet, parce que on Nebet. vient plus du graffiti. Et Chouf vient plus de la calligraphie et de l'art pictural, mais C'est ça. moi j'ai commencé. En fait, je prenais le train pour me déplacer, le RER. J'ai grandi en banlieue parisienne. Du coup, pour me faire mes déplacements Et de quel côté? dans le nord de Paris, Sarcelles, Villiers-le-Bel, tout ça. Et on se déplaçait avec le RERD. Et la ligne de train, tous les murs étaient remplis de graffiti à Oui. cette époque-là. Et Quand je vais à Rueil-Malmaison, je regarde, je prends voilà. le verre Et moi, je passais mon temps collé à la vitre, magnifique. à regarder tous les graphes. Et j'ai commencé à rencontrer des gens qui en faisaient dans mon quartier. Et là, je me suis mis aussi à les accompagner et petit à petit à en faire. Et de là, je suis rentré dans un collectif qui s'appelle ODV, qui veut dire Occasion d'être vu, qui a Occasion d'être vu. été Mmh. créé en 1999. C'est devenu ma deuxième famille. Je passais tout mon temps, mes journées, mes nuits avec eux. On était tout le temps ensemble et on faisait que peindre. Tout le temps. Alors beaucoup de peinture illégale au début. Et petit à petit, vers 2005-2006, j'ai commencé à être invité sur des festivals. Je fais beaucoup de festivals partout dans le monde entier, des festivals de muralisme ou de graffiti. Et là, vers 2006, j'ai commencé à être invité sur des festivals nationaux, déjà en France. Et vers 2010, là, j'ai commencé à voyager, à être invité partout, jusqu'au Japon, partout. Ouais. Mais alors, vous avez voyagé à travers le monde. Quelles sont les villes revers qui vous ont vraiment le plus inspiré, peut-être, ou le plus marqué? Il doit y en avoir, hein, quelques villes. Je sais que l'Amérique du Sud m'a beaucoup changé dans ma vision de la peinture parce que nous, on avait accès à tout à profusion. C'est-à-dire que donc, dès qu'on a Au pu... niveau du matériel, Voilà, des matériaux. vous voulez dire. des matériaux, des inspirations, des informations, des contacts, tout. On avait tout. Il y avait des magazines. Même Oui. si aujourd'hui, il y a Internet, c'est encore plus simple. Il y a toujours un écosystème. Mais c'était pas si compliqué que ça Voilà. pour nous de pouvoir peindre, même si on le pensait. Et quand je suis arrivé là-bas, mon premier voyage en Amérique du Sud, c'était en 2010. Et là-bas, j'ai découvert le graffiti de galère, parce qu'ils ont rien. Et j'ai appris plein de techniques. Et ça m'a ouvert l'esprit sur d'autres façons de faire. Notamment de moins utiliser la bombe aujourd'hui, ou d'utiliser diverses techniques. Parce que dans le graffiti, il y a comme des codes, et si c'est pas fait à la bombe, à 100% à la bombe, c'est pas du graffiti. Et je me suis très vite détaché de ces codes-là.
Dans le graffiti, c'est un peu... Il y a vraiment des codes et il faut les respecter, sinon t'es pas considéré comme un graffeur ou quoi que ce soit. Moi, je me suis très très vite détaché de tout ça. J'ai pas peur d'utiliser un pinceau ou d'utiliser d'autres techniques et quand même appeler ça un graffiti, même si ça ne l'est pas pour certains. C'était pour sortir un peu des chantiers. Parce que j'avais pas envie de rester cantonné à une seule et unique certaine technique. normalisation, une standardisation qui fait que... J'avais pas envie de rester que là-dedans. J'aime découvrir. Et je suis intéressé par plein de choses. Et du coup, je préfère. À part l'Amérique du Sud, Revex. J'ai fait les États-Unis beaucoup. Je suis allé au Japon. Enfin, j'ai fait des pays. La liste, elle est longue maintenant. J'ai une empreinte carbone qui est assez mauvaise. Bon, mais c'était pour la bonne cause en tout cas. La Tunisie, c'est du coup notre troisième fois ici. On a peint 2 années de suite pour un festival qui s'appelle Deep in the Hood, au quartier de Haïlel. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré Nebet. Oui. Osni, je l'avais rencontré avant dans un festival à la Belle Valette, dans un château. Mais Nebet, je l'ai rencontré ici. Et depuis, on habite juste à côté. Ouais, on est tout le temps fourrés ensemble. Non, vous êtes du même pays et vous vous rencontrez en Tunisie. Ça, c'est la terre des rencontres. Hein. C'est la terre des rencontres. Et mine de rien, moi, quand j'ai immigré en 2004 pour faire mes études, je me suis retrouvé, sans le savoir, presque voisin de Revers. Ouais. En plus. J'étais dans le 9-5, lui il était à Sarcelles, moi j'étais à Goussainville. Alors, il fallait coûte que coûte que ce trio se fasse. Hein. C'est l'intelligence suprême de la vie. Voilà, c'est ça. Maintenant, si on se voit pas, on se téléphone. Mais Il déprime. Non, moi je déprime pas. Non, au contraire. Au contraire, je suis positif. C'est moi le plus positif de l'équipe. C'est plus jeune surtout. Il faut bien l'énergie. Ça, c'est que vous affirmez. On s'est trouvé en mode les Dalton, mais à 3. Pas 4. Ah oui, ils sont 4, bien Et moi sûr. je suis toujours au milieu. On taille, on nage, donc on est un peu... Et vous êtes retrouvé, alors non, plutôt sur graffiti. Oui, Sur le muralisme. L'événement de Deep in the Hood, c'était plus du muralisme. C'est pas forcément du graffiti parce que le muralisme, ça englobe plein de techniques. C'est le fait de peindre sur mur, peu importe l'outil et la technique. C'est ça le muralisme. En gros, pour moi, enfin c'est ma définition. C'est-à-dire que là, vous pouvez, par exemple, nous peindre, nous peindre ce studio 10, par exemple. Hein, ça. Voilà, c'est un mur. Attention à ce que vous dites parce que demain vous allez revenir et tout aura changé. Le lendemain, je serai viré. Ou pas forcément, peut-être augmenter. Alors, peut-être que nous allons là entrer plus dans le vif du sujet, même si tous les sujets sont importants, bien évidemment, pour faire meilleure connaissance avec ce trio, ce beau trio, Nebet, Revers, Chouf, qui va nous présenter leur collection, dans un vernissage qui aura lieu le 13 novembre, c'est-à-dire jeudi prochain. Et malheureusement, moi, je serai sur antenne. Alors, peut-être que je vous rejoindrai un peu vers la fin. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette exposition, Nebet ? C'est une exposition qu'on a décidée il y a, je sais pas, 3 mois à peu près. Et un peu plus. Ouais, à peu près. C'est assez rapide, c'est bien ça. Et parce que nous, on a tout le temps peint dans l'urgence. Et donc, nous, on se retrouve sur cette peinture justement instinctive sur le geste. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé à main levée. Main levée, oui. Que ce soit Rêveur, Chouf ou moi, on n'est pas là à préparer, à faire des croquis ou quoi que ce soit. On improvise beaucoup. Voilà, il y a beaucoup d'improvisation dans notre art. Mm-hmm. Ouais, c'est vraiment le mot, c'est l'improvisation. Parce que mais déjà dans le festival où on s'est rencontrés, où on a commencé à travailler à 3, dès le début on a improvisé. On a improvisé des peintures, on ne se connaissait pas vraiment, on n'avait jamais peint ensemble, mais dès le début on a fait des peintures à 3 mains. Ouais. Et ça s'est bien passé, et petit à petit ça s'améliore, et là on atteint un bon niveau, vous allez le voir à l'exposition j'espère. Mais, oui, bien sûr. Mais on a peaufiné la technique à 3 mains. Mais il y a une sorte de feeling qui s'installe entre vous, je pense. Mais c'est l'essentiel. Voilà. Moi, si je peux me permettre, en fait, c'est la base. Moi, si je peux parler des rencontres que j'ai eues avec Nebet et Rêveur, c'est que c'est simple.
on respecte le travail de tout un chacun et ça nous parle et ça nous plaît. Et on se respecte et on s'affectionne et on s'aime en tant que personne. Donc on s'est retrouvé, ok, son travail est cool, il me plaît, ouais, il y a du sens. Et le mec est cool et il est devenu mon pote. Donc c'était très, très instinctif en fait. C'est cette bienveillance naturelle humaine et c'est ce truc très rigoriste. Nous on rigole pas dans l'appréciation esthétique, même en parlant entre nous du travail, même des copains. Hein. Parce que si ça ne nous plaît pas, on dit ça ne nous plaît pas. Ah, vous pas êtes direct là, surtout, on peut être pas hypocrite, mais complaisant ou diplomate, mais sur la peinture, non, c'est interdit. Donc c'était naturel, on kiffe le taf, on se kiffe, on a travaillé ensemble, on a peint, on est devenus amis, même pas potes, on est devenus amis. Oui. Nebé, je le connais depuis 12 ans, 13 ans. C'est ça, ouais. Robert, je le connais depuis 4 ans. 5. Oh oui, la notion du temps avec moi, ça passe vite. De et toute c'est façon, comme si on se connaissait depuis 40 piges. C'est comme si on était dans le même collectif, alors que Nebé, c'est un collectif à lui tout seul. Lui, il a créé un collectif et moi, je suis contre tout collectif. Moi, je suis pour la responsabilité personnelle. Hein, ce que je fais, Même ça. si maintenant il nous supplie pour être dans notre collectif. Sachant qu'on va en créer un, la bande des joyeux, le trio joyeux. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que les collectifs dans le graffiti, ça date d'il y a très longtemps. Oui. C'était surtout un peu comme des gangs. Être tout seul, c'était plus dangereux que de marcher à plusieurs. C'est l'union qui fait la force. Voilà, exactement, parce que mine de rien, Nebé, comme moi, on a commencé, on était minots, même si on n'est pas de la même génération. Oui. On est petits, on est dans des quartiers. T'es tout seul, t'es fragile. Du coup, c'était naturel de se constituer une équipe pour être plus fort. Et comme Mousseline ne vient pas du graffiti, lui, il n'a pas cette notion d'équipe, ce qu'on appelle un crew. Oui. Et Robert, les graffitis, ils portaient sur quoi? C'était des images ou c'était des mots, des phrases? Ça dépend. Dans la majorité, nous, sur la scène parisienne et même française, dans la majorité, c'était des blazes, donc des mots. Oui, c'était plutôt des mots. C'est un peu le fait de marquer son nom pour dire voilà, j'existe et je suis là. Moi, je le compare de temps en temps aussi à un chien qui marque son territoire. Et ben voilà, je suis passé là, je suis passé là, je suis passé là. Et après, ça devient même un automatisme de le marquer son nom. Enfin, pour moi, c'est ma vision en tout cas. J'aimais être partout. Mais là, ce que vous dites est vrai parce que moi, je vais vous surprendre, mais dans notre quartier, il y a des tags comme ça, on parle de leur ville, et ils s'identifient un peu par ce genre de blaze. C'est un peu un acte de rébellion pour dire qu'on existe. C'est ça, voilà, oui. Il y a, dans plein de cultures, même dans le passé, il y a eu à Pompéi, tout ça, les gens ont commencé à écrire leur nom tout simplement pour dire qu'ils savaient lire et écrire. Enfin, c'est un peu... Pour moi, c'est juste la façon. Mais là, il faut que vous nous prêtiez un son. Oui, Nebé. Bien sûr, non, mais moi, ce que je rajouterais, c'est aussi une manière d'exister pleinement, parce qu'on se débaptise pour se rebaptiser. C'est-à-dire qu'on oublie le patronyme, on va dire, familial et le prénom qu'on a hérité et qu'on n'a pas choisi. Qu'on n'a pas choisi. Et là, donc, c'est un acte de liberté, de revendication et d'identification, où on passe de ce statut d'enfant à vrai adolescent, on crée et puis homme, personnage. On se crée notre prénom et notre nom et qu'on assume. Oui, moi personnellement, je comprends très bien. Moi, c'est deux autres trucs dont je veux parler, dans mon approche de la pratique. Oui. Moi, je parlerai d'art contextuel. Pour moi, ce qu'on fait, c'est le graffiti, c'est une appellation d'un truc contemporain, de quelque chose qui a existé depuis la nuit des temps. C'est ça. On est d'accord là-dessus. L'art contextuel, c'est je suis dans un contexte plastique. Le contexte plastique, en l'occurrence, c'est la ville, ou la ferme, où il y a du land art, ou j'en sais rien, ou la mer, enfin n'importe quoi. Dessiné sur les murs, ça existe depuis toujours. Hein. Depuis toujours. Donc pour moi, le graffiti, c'est juste une appellation d'un truc qui existait depuis la nuit des temps, qui est des artistes, ou des individus, ou des citoyens, qui s'approprient un espace public, qu'il soit un arbre, qu'ils peignent sur un arbre, sur un mur, et qui marquent soit leur présence, soit leur revendication dessus. À mon sens, le street art,
dans sa phase politique de revendicative, machin bidule, il existait aussi depuis la création de l'État. Depuis la nuit des temps. Exactement, depuis la création de l'État, c'est le citoyen qui vient, qui n'a pas le droit de toucher cet espace public et qui revendique, non, ceci est mon espace, Moi j'ai le droit de Exactement. l'utiliser à ma manière et d'agir. Exactement. Moi, pour moi, le premier street artiste que j'ai connu, c'était un fou dans mon quartier. Moi, je viens de la Médina, de Bab Jdid. Bab Jdid. Moi, je suis aussi né à Bab Jdid, Hajami. Moi, Sabarine, c'est le côté Sabarine, c'est celui de mon grand-père. Je suis né là-bas. Et pour moi, un des tout premiers street artistes avec le recul que j'ai connu, c'était un fou, même si la notion de la folie elle est très relative. Je suis d'accord avec vous. Qui a écrit sur un mur avec du fram, du charbon, à bas le régime. Il a pris 6 mois de tôle. Donc, mine de rien, qu'est-ce que le street art? On n'avait pas pris en compte qu'il avait une maladie mentale. Non. En 84, c'était. C'était comme. Même il n'y a pas très longtemps, même avec Ben Assou Ben Ali, c'était un peu la même chose. La notion de crew et d'être en bande pour être protégé. Moi, je l'ai vécu en 2008. J'ai commencé à travailler à la Médina. Sous Ben Ali, c'était politique. J'avais pas un crew, mais j'avais un super ami à moi, Jamel Din. Quand on sortait, on avait des gros cutters. On était parce que vous pourriez vous faire... Exactement, en basket, et on était prêts à galoper, à escalader les murs. Donc, cette notion d'être contre une autorité, donc un État, un interdit, et ça existe aussi, pas que dans le graffiti, mais depuis la nuit des temps. Donc pour moi, le street art, c'est l'art contextuel, le graffiti, c'est l'art contextuel, toucher un espace public, c'est de l'art revendicatif politique qui existait depuis la nuit des temps. Il ne fait que se perpétuer. Exactement. Se perpétuer. Revenons encore une fois à l'exposition, chers amis, parce que là, donnez-nous quelques éléments là, pour pouvoir... Déjà, on peut vous donner en exclusivité le fait qu'on a fait des toiles, on n'a pas que des toiles personnelles, on a des toiles en duo. Et ça, c'est une exclusivité parce qu'on ne l'avait jamais faite. C'est rare. Et du coup, en duo, oui, parce que ça se fait pas souvent. C'est parce que la peinture, c'est un peu un sport. C'est pas un sport collectif en règle générale. C'est un sport individuel. Et là, on a fait des toiles en duo, ce qui n'est pas forcément tout le temps simple à faire parce que il y a un équilibre à respecter. Mais ça s'est fait assez naturellement. En gros, pour vous donner un exemple, Nebet a commencé une toile et il faisait sa partie et il me l'a déposée chez moi sans savoir ce que j'allais faire dessus et découvrir le résultat et vice versa. C'était un peu dans. On a confiance l'un en l'autre. Et ce travail ne se fait pas à revers en même temps, non? Avec Osni, on a fait. Il est venu quelques jours à la maison, parce que j'habite dans mon atelier. Du coup, c'est assez simple. Et il est venu chez moi et on a fait des toiles ensemble. Et on est en même temps, mais différemment avec Nebet. Et par exemple, j'ai terminé la dernière toile que j'ai faite pour venir ici. Je l'ai terminée cette semaine. Et là, lui, il l'a pas vu en vrai pour l'instant. Donc voilà, il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, mais c'est de la confiance. Après, on connaît le travail de l'un et de l'autre et on se donne quelques directives quand même, mais c'est quand même... Nebet ne savait pas du tout à quoi ça allait ressembler. Quand il m'a ramené le début de la toile, il ne savait pas comment ça allait être. Il avait des idées, certainement. Il avait une idée, mais c'est vrai qu'on travaille dans une confiance absolue. C'est-à-dire que connaissant les travaux des uns et des autres, oui, on a quand même une petite idée. Ouais, quand on lâche la toile, on sait très bien que ça va être sublimé. On a confiance. On a une grande dans confiance. Le niveau de l'un comme de l'autre. On a un peu moins confiance en Osni, mais... risquerait peut-être de vous surprendre. Alors qu'est-ce qu'on peut dire pour les gens qui souhaiteraient regarder cette exposition? Venez tôt avant qu'on ait tout vendu. Ouais, parce que ça va partir vite. On espère. Ouais. C'est à 18h à Velames, à Sidi Boussaïd. Et moi, en fait, l'idée de faire l'expo à 3 là-bas, ça m'est venu parce que j'ai travaillé sur le lieu. J'ai fait une petite façade. D'accord. Donc déjà... Ouais. Et j'ai passé 2 petites semaines là-bas. Il y a le lieu m'a vraiment plu. Le personnel, oui, c'était humain et plastique et tout. Et comme j'avais en tête, après les 2 sessions de festival qu'on a fait ici,
à Haya Hlel, de vouloir ramener mes amis pour faire des trucs sur toile. J'en ai parlé au directeur de la maison d'hôtes, il en était ravi, donc bingo. C'est pour ça qu'on l'a fait là-bas. Et le choix de Haya Hlel. Ah, ça c'est toute une histoire, je pense. Hein. Oui, mais ça, juste rapidement pour. Oui. Ça, j'ai un ami qui a fait le mécène et qui voulait lancer un festival. À l'époque, il y a 4 ou 5 ans. C'est ça. Ça devait se lancer à Sidi Bou Saïd, là. Mais il s'avère que les instances administratives des quartiers riches qui sont déjà pas très chaudes pour ce genre d'événement. Qui sont déjà très jolies, vont un peu casser les pieds. Moi, j'avais des contacts à Haya Hlel parce que j'ai travaillé d'une façon bénévole en 2016, je crois. J'ai tapé une école là-bas et c'était avec l'Institut arabe des droits de l'homme. Donc, je connaissais le directeur très bien. Je le connaissais très bien, donc j'ai proposé à Alex qu'on fasse ça à Haya Hlel et pas à Sidi Bou Saïd. Parce que la démarche, moi je vous cache pas, hein, moi la démarche de faire ce que je fais, et comme je le fais, c'est pour 2 raisons, par rapport à l'autre. Hein. Si on sort de son individualisme égoïste artistique, c'est pour démocratiser la pratique artistique et la désacraliser. Et mine de rien, mes études de sociologie politique, ça a influé la façon de voir le monde, la vie, les gens. Donc j'essaie, même par ma pratique picturale, de rester cohérent. Donc, et les riches, depuis la nuit des temps, ils ont exclu le peuple, qu'ils appelaient comme populace, de toute pratique ou consommation de la chose artistique. Donc non, c'est pas, on ne connaît pas, on n'a pas les codes. Donc pour pouvoir donner un peu d'espoir à ces jeunes là-bas qui, pour la plupart, jamais ne feront parce qu'ils n'auront pas les moyens, ils n'auront pas l'accès. On leur a interdit cet accès en leur disant non, c'est pas pour vous, vous n'avez pas les techniques, vous n'avez pas les codes. Ils n'y pensent même pas. Ils n'y pensent même pas. C'était, à mon sens, hein, un devoir d'aller là-bas pour donner du beau à un quartier très moche, délaissé par les autorités publiques et leur donner l'espoir. On a fait des initiations aussi là-bas pour les jeunes. C'est ça. Et donc la première session, c'était à une autre équipe. La deuxième et la troisième session, j'ai proposé aux amis Robert, ils sont... Là, vous y êtes allé aussi. Hein. Ah oui, les deux. C'est là où on s'est rencontrés. C'est excellent. 3. Donc, et alors, là-bas, les jeunes, je crois qu'ils étaient vraiment très intéressés, ravis. Hein, bien sûr. On a fait des belles rencontres. Oui, on a fait de très belles rencontres. Et jamais, il y a eu même la première session, il y a un New-Yorkais, Coolcore, un autre ami à moi, qui est de la génération de Keith Haring et de Basquiat. C'était un pote à Basquiat. Hein. Il est venu 2 sessions en plus, un grand Renoir de 2 mètres, avec ses dreadlocks, il était très bien accueilli. On a eu des gens qui s'arrêtaient pour nous donner des sandwichs et tout. Donc, on a été invités à manger chez des gens, dédicace à Dorsaf d'ailleurs. Exactement. On peut résoudre ce genre comment dirais-je, de difformité, moi je dirais sociale, entre les quartiers soi-disant huppés et les quartiers pauvres. Et nous sommes... En fait, ce qui est pauvre, c'est l'esprit qui est pauvre. Hein. On n'a pas apporté de solution, mais on a apporté des ouvertures quand même. Une touche d'espoir. Voilà, c'est ça, oui. C'est important ça. Et ça qu'à travers les initiations qu'on a pu faire graffiti, on a vu que les enfants, ils ont été émerveillés par la pratique, c'est super. Ça leur change les idées, c'est quelque chose de nouveau, c'est toujours... Et aussi, si je peux rebondir sur ce qu'a dit Rêveur tout à l'heure, c'est que quand il est allé en Amérique latine, il a vu que des pauvres, donc une autre civilisation qui n'a pas de bombe, qui n'a pas de sous, c'est quand même débrouillé pour laisser une trace. Pour moi, c'est quoi l'art? C'est de laisser une trace sur un médium. Mais dans Haya Hlel, il y a aussi des jeunes qui peignent, il y a quelques peintures. Après, ça dépend des pays, mais moi j'ai remarqué, en tout cas de tous mes voyages, c'est que dans tous les quartiers un peu défavorisés, les peintures viennent souvent du sport en ce moment. Et le foot. Réellement, en Amérique du Sud, toutes les peintures qui sont faites avec parfois en Afrique avec de l'huile de vidange, enfin voilà, c'est pas... les outils pas forcément adaptés. Voilà, mais le thème commun, si je pourrais vraiment m'exprimer là-dessus, c'est le football. Je trouve que ça rassemble, et il y a beaucoup de pays où j'ai eu l'occasion d'aller peindre dans des quartiers vraiment défavorisés, comme au Pérou, au Chili, tout ça. Et ben, ce qui rassemble tout le monde, c'est le football. Et dans Haya Hlel, il y avait quelques belles peintures. En plus, vraiment, je ne sais plus comment s'appelait cet artiste, mais je tiens à lui dire que ces peintures étaient très belles. C'était autour du football, les ultras, tout ça et tout, les gros fans de foot.
Oui, de toute façon, on le voit dans les. Mais il y a quand même, il y a pas rien. Il y a des peintures partout. Mais on leur a montré quand même qu'ils pouvaient peindre sans bombe, sans, enfin, laisser une trace. Enfin, c'est ça, oui. Moi, j'étais pauvre, j'étais vraiment pauvre, donc j'avais pas de sous pour acheter le matériel qu'il fallait. Donc mes pinceaux, c'était chez Castorama et Weldon, les pinceaux à 4 €, pas ceux à 40 que j'achète maintenant. Et mine de rien, j'ai appris à la dure, sans argent, débrouille-toi, laisse une trace. Et c'était une des raisons principales de faire ça là, pour dire aux petits, même si tu n'as pas d'argent, c'est pas grave. Prends une marque de café, laisse une trace, tu n'as pas de papier, c'est pas grave, trouve un bout de bois. Enfin, débrouille-toi pour te donner les moyens de laisser une trace de ton expression avec toi-même, donc pour l'autre, sur un médium. L'autre jour, j'étais à l'atelier de Nebet, il s'est coupé le doigt, je vous jure que c'est vrai. Hein. Et il a fait un tag avec son sang sur la porte. Donc il peut laisser ses traces avec n'importe quoi, celui-ci. Écoutez, vraiment, c'est un plaisir de discourir sur tous ces sujets-là, mais le temps, malheureusement, qui nous est imparti, quasiment presque venu à son terme. Je vous remercie énormément, Nebet, Revers, Chouf, et je vous laisse peut-être un dernier mot pour clôturer cet entretien. Mais chacun un petit mot, écoutez, franchement, on est très contents. Venez nombreux voir l'exposition, vous ne serez pas déçus. Énergie, couleur et vivacité. Voilà, je donne la parole à énergie, couleur, vivacité. Moi, le dernier mot, je dis aux gens que normalement le beau apporte du bien. Donc venez voir du beau, peut-être que ça vous donnera plus de bien et que vous feriez plus de bien. Pratiquez de l'art, soyez gentils, soyez bienveillants et n'ayez pas peur et faites du bien. Et moi je voudrais remercier mon mentor Dorine Simon qui m'a beaucoup aidé cette année. Merci beaucoup, j'espère que tu écoutes. De toute façon, il va écouter ça, puisque ça sera en podcast. Et ceux qui ont raté cette belle entrevue, ils pourront se rattraper en allant regarder le podcast dans notre site rtci.tn. On revient à la musique avant les infos de midi. Voilà, merci beaucoup. Je rappelle que l'exposition s'appelle Main levée et qu'elle aura lieu, le vernissage aura lieu le 13 novembre à 18 h du côté de la banlieue nord. Allez, on se fait un petit adagio, mais par Gary Moore. Merci les gars.